Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre. Vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport, alors surtout restez avec nous. Je vous propose d'ouvrir ce journal par les résultats de la Coupe de France. Hier, on jouait les 16e de finale et figurez-vous, il n'y a pas eu beaucoup de surprises lors de cette soirée. Les grosses équipes ont tenu leur rang. Regardez les joueurs de la Principauté opposés à Évian, à Louis II, continuent leur chemin. Guingamp a barré définitivement la route à Châteauroux. Les Verts ont été secoués, mais sont venus à bout. Les Tourangeaux, c'est fini pour Grenoble. En revanche, les Bretons de Brest continuent l'aventure. Le Poiré sur Vie élimine Bressuire. Et puis hier soir, au Parc des Princes, eh bien, ce sont finalement les Parisiens qui ont empoché la mise de buts à 1 sur Bordeaux. Les Parisiens ont profité du faux pas et du faux départ donc de Bordeaux. Et puis il reste encore deux rencontres pour connaître les qualifiés pour les huitièmes de finale. Choc entre les deux équipes de Ligue 1, Rennes face à Reims. Et puis l'épilogue, l'autre équipe d'Île-de-France, le Red Star, sera donc opposée à une autre équipe marseillaise, Marseille-Consola. Un petit classico en perspective, donc une rencontre qui aura lieu au stade Bauer. À noter qu'en Angleterre, Tottenham a pris un léger avantage pour la qualification finale de la League Cup. Les Spurs se sont imposés 1-0 sur Sheffield. Direction l'Espagne, si vous le voulez bien. À présent, avec un match à haute intensité, le Barça contre l'Atlético Madrid, alors que les deux équipes se sont retrouvées il y a 10 jours en Liga. Cette fois-ci, c'était pour le compte de la Coupe du Roi. On découvre tout de suite en images avec Mathieu Topman. C'est devenu le nouveau classico de la Liga. Le FC Barcelone a reçu au Camp Nou l'Atlético Madrid pour le match aller des quarts de finale de Coupe du Roi. Les Catalans sont bien décidés à sceller la qualification chez eux et se procurent les premières occasions. Neymar tente une frappe de loin, mais le gardien s'interpose. La domination barcelonaise continue sur un mauvais dégagement de l'Atlético. Rakitic trouve Suarez dans la surface, mais l'Uruguayen voit sa frappe s'envoler dans les nuages. En seconde période, sur un coup franc tiré par Messi, Busquets est fauché dans la surface, l'arbitre n'hésite pas et désigne le point de pénalty. Le contact existe bel et bien, mais le milieu espagnol en rajoute et parvient à duper l'arbitre. Léo Messi prend ses responsabilités, mais sa frappe est repoussée par le gardien. L'Argentin bondit et cette fois donne l'avantage au Barça. L'homme providentiel a encore frappé. Après son triplé contre la Corogne, il donne à nouveau la victoire au FC Barcelone, pour le plus grand malheur des fans de l'Atlético. Et en Coupe du Roi toujours, Malaga et l'Athletic Bilbao se sont neutralisés en Andalousie, un match nul 0 partout, peu de football, un jeu très fermé, aucune des deux équipes n'a semblé en mesure de prendre l'avantage malgré les quelques occasions qu'il y a eu. Allez, il faut se reprendre, surtout pour ces deux équipes qui ont l'habitude de nous offrir un très beau football. On va regarder tout de suite les résultats des matchs allés de cette Copa del Rey. Le Barça prend un léger avantage avec sa victoire 1-0 sur l'Atlético. Même chose pour Villarreal. Victoire 1-0 sur Retafe. Enfin, Bilbao et Malaga n'ont pas su se départager 0 partout. Ce soir, dernière rencontre de ces matchs allés. L'Espagnol Barcelone reçoit le FC Séville. Et toujours en Espagne, alors que nous sommes encore en période de mercato, eh bien le Real Madrid vient de faire signer une pépite de 16 ans. Il est norvégien, il s'appelle Odegaard. Le jeune talent avait déjà visité le centre d'entraînement de nombreuses équipes comme Liverpool, Barcelone ou encore le Bayern de Munich, mais il a finalement décidé de rejoindre la Casablanca. Selon les rumeurs, Madrid devrait débourser 4 millions d'euros pour signer le Norvégien, alors que le joueur touchera 100 000 euros par semaine. Il va donc rejoindre très rapidement l'équipe B du Real sous les ordres de Zinedine Zidane. Odegaard est également connu pour avoir été le plus jeune joueur à disputer les éliminatoires de l'Euro à 15 ans et presque 3 jours. Le monde du sport ne parle que de lui. Il s'agit encore de la FIFA. La FIFA et l'homme d'affaires Jamie Fuller qui entend précipiter la fin du règne du Suisse Joseph Blatter. Inamovible patron de la Fédération internationale de football depuis 1998, le dirigeant de l'équipementier sportif Skins et jadis promoteur de la campagne Change Cycling Now. L'Australien organisé au Parlement européen de Bruxelles le premier sommet de son mouvement New FIFA Now. Devant un parterre d'une centaine de journalistes universitaires ou sympathisants, l'ancien héros de l'antidopage et de la transparence dans le cyclisme a exposé motivation et ce qu'il avait envie de faire pour sa campagne. Cette campagne qui n'a aucun but publicitaire, il a-t-il déclaré, les sponsors doivent avoir des responsabilités sociales dans le sport et militer pour la transparence. On doit bonifier la réputation de la FIFA
Nous sommes devant une alternative claire. Le football n'appartient pas à Monsieur Blatter. Alors à ses côtés, on a pu voir Jérôme Champagne, ancien conseiller et candidat à la succession de son mentor Blatter. Il brigue officiellement donc la place de Sepp Blatter. À ce jour, Jérôme Champagne n'a pas les 5 parrainages de fédération nationale nécessaires pour valider sa candidature dans l'optique du scrutin qui aura lieu le 29 mai prochain. Regardez les images, le patron du football mondial est donc sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, depuis l'attribution, rappelez-vous, des mondiaux du Qatar et de la Russie en 2018 et en 2022. Donc on vient de le voir, le Qatar ne part que le monde du football ne part que de lui. Le Qatar qui défraie la chronique sans arrêt. L'Émirat s'est lancé dans une course folle à la poursuite de l'organisation d'événements sportifs, natation, squash, athlétisme et même Coupe du monde de football en 2022. Rien n'est trop ambitieux pour ce pays qui a décidé de faire la différence sur la scène sportive. Mais les liens douteux de l'Émirat avec les organisations terroristes laissent penser que ce nouvel acteur est bien moins innocent qu'il n'y paraît. Quelques éléments de réponse avec Lise Barenboim. Le Qatar serait-il la nouvelle terre d'élection du sport ? L'Émirat du Moyen-Orient, qui organise le mondial de handball en ce moment, veut étendre son emprise sur le monde sportif. Pour l'occasion, le premier stade au monde équipé d'un système de climatisation, l'arène Ali bin Hamad Al Attiyah de Doha, a été construite en 18 mois. Un exploit technique qui en annonce d'autres. Nous essayons de placer toujours la barre très haut en termes d'innovation. Et je suis sûr que n'importe quelle technologie qui sera utilisée après un certain temps au Qatar, ou peut-être lors du prochain événement, deviendra une norme pour d'autres événements. L'objectif ultime est la réception de la Coupe du Monde en 2022. Après les championnats du monde petit bassin et le tournoi mondial masculin de squash en décembre 2014, l'Émirat a été choisi pour les mondiaux 2019 d'athlétisme. Doha sera en mesure d'accueillir les compétitions au sein de l'Aspire Zone, son parc sportif high-tech. Dans un mix marketing, si je puis dire, de diversification, un portefeuille varié d'investissement d'un pays ou d'une entreprise, il est normal que l'on mette le sport, tout simplement parce que c'est aussi un merveilleux outil de progrès social et de développement économique. Des villes entières se sont transformées grâce au fait d'accueillir des grandes activités ou des grandes manifestations sportives. Malgré cette boulimie d'événements sportifs, le Qatar fait encore figure de pays opportuniste en la matière. Une équipe nationale de handball complètement artificielle a été composée pour la Coupe du monde de handball. La moitié des joueurs sont étrangers et ont été naturalisés pour l'événement, parmi lesquels le français Bertrand Rouanet. Ces épisodes ne vont pas aider le Qatar à endiguer les polémiques. Les prétendus liens de l'Émirat avec des organisations terroristes comme le Hamas font la une. La banderole déployée au stade de Furiani lors du match PSG-Bastia, qui accuse le Qatar de financer le terrorisme, a relancé le débat. Des Français vont en Tunisie s'entraîner dans des camps djihadistes tunisiens financés par le Qatar, ou en Libye, notamment dans la région de Derna, où des gens s'entraînent avant d'aller faire le djihad en Syrie. Selon David Cohen, sous-secrétaire de Barack Obama chargé des questions liées au terrorisme, les collecteurs de fonds djihadistes opèrent tranquillement au Qatar sans être inquiétés par les pouvoirs publics. Le ministre français de l'Intérieur prône même la collaboration antiterroriste avec les Qataris. Nous avons réaffirmé notre volonté de lutter ensemble contre le terrorisme. Nous avons évoqué la volonté qui nous unit de faire en sorte que la sécurité de nos ressortissants soit assurée partout. En France, des politiciens tels que Nicolas Sarkozy ou le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius déclarent que ces accusations de financement occulte sont infondées. Le Qatar bashing n'est donc pas unanime. En attendant, l'Émirat poursuit sa conquête, doucement mais sûrement. Novak Djokovic va beaucoup mieux. Alors qu'il avait quitté le tournoi de Doha malade, le Serbe n'a pas perdu de temps pour son deuxième tour de l'Open d'Australie. Il a passé moins d'une heure et demie sur le court face au Russe Audrey Kuznetsov. 6-0, 6-1, 6-4. Le numéro 1 mondial connaît un début d'Open d'Australie très tranquille. First two sets definitely have been
Les 2 premiers ont été excellents. En général, j'ai bien suivi mon plan de jeu. Tout ce que je voulais faire, je l'ai fait à 100% dès le début de match. Mon service, mon jeu de fond de cours, mon agressivité, mon jeu de retour. Au second set, il a fait plus d'erreurs au premier service et cela m'a permis d'être meilleur sur un second service. Ça aussi, ça m'a donné l'opportunité d'avancer dans le court et de bien taper la balle. Et puis le tenant du titre, Stanislas Wawrinka, a dû mettre les bouchées doubles face à Marius Copil. Il s'est retrouvé face à un Roumain accrocheur qui l'a amené à 2 reprises au tie-break. Wawrinka s'impose finalement en 3-7 secs, 7-6, 7-6, 6-3 en 2h10 minutes. Son prochain adversaire sera le Finlandais Jarkko Nieminen. On écoute tout de suite le Suisse. Oui, mais en même temps j'ai gagné en 3-7, donc ça reste positif pour moi. Je m'attendais à un match difficile, c'est un très bon joueur. Je trouve qu'avec son jeu, comme il joue, il pourrait être bien mieux classé. Je l'ai joué en 2013 à Madrid et je trouve qu'il a vraiment un beau jeu. Il fait de très bonnes choses et voilà, aujourd'hui les conditions sont plus chaudes pour la première fois, conditions plus rapides. Il servait vraiment très bien. Moi je fais pas un gros match mais je passe en 3-7 en plus et ça c'est bien. Et puis côté femmes, on a vu du bon et du moins bon chez Serena Williams. La numéro 1 mondiale était menée 5-3 dans la première manche avant d'enchaîner 10 jeux d'affilée pour écarter Vera Zvonareva. Score final 7-5, 6-0. Malgré la petite alerte, Serena a su trouver les ressources pour inverser le résultat en 1h25. Ses concurrentes sont donc prévenues. L'américaine est en pleine forme. Écoutez-la. Il faut être prêt à affronter n'importe qui à n'importe quel niveau de la compétition. Jouer contre Vera, il fallait que je me fasse à l'idée. Cette fille était classée numéro 2 mondiale. Elle a l'habitude du circuit et elle a beaucoup de qualités. Elle sait quoi faire et elle sait gagner. Il a fallu faire attention. Et je vous propose à présent de feuilleter la presse si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive cette semaine. Il y en a une qui n'a rien raté. Il s'agit de Lise Barenbaum. Je vous laisse en sa compagnie puis on se retrouve après. On commence notre revue de presse avec un carnet rose. Le Buzz Eurosport nous annonce que tout va bien pour les récemment séparés Cristiano Ronaldo et Irina Shayk. Après 5 ans de relation, le couple est déjà en chasse. Irina aurait succombé au charme de l'ancien catcheur devenu acteur Dwayne Johnson, alias The Rock, qu'elle a rencontré sur le tournage du film Hercule. Quant à CR7, il se serait consolé dans les bras de Lucia Villalone, 26 ans, journaliste et présentatrice sur la chaîne officielle du Real Madrid. Et puis toujours au Real, cette fois c'est Sergio Ramos dont le Guardian raconte les excentricités. On sait que c'est un grand fan de tatouages, et bien il a décidé de rendre hommage à Michael Jackson, une de ses idoles. Il s'est même filmé et a publié le résultat final sur Instagram. Avis aux amateurs. Et puis une nouvelle dramatique qui nous arrive d'Irak. Metro News révèle que 13 jeunes ont été exécutés par l'État islamique dans la ville de Mossoul. Ils ont été tués pour avoir regardé la retransmission du match entre l'Irak et la Jordanie lors de la Coupe d'Asie des Nations. Malgré leur discrétion, ils ont été retrouvés, mitraillés et laissés au sol à la vue de tous. Les parents traumatisés n'ont rien pu faire de peur d'être eux aussi tués. Des événements qui ont entraîné une réaction du président américain. Écoutez-le. Nous sommes solidaires de toutes les victimes du terrorisme, d'une école du Pakistan aux rues de Paris. Nous allons continuer à chasser les terroristes et à détruire leurs réseaux. Et nous nous réservons le droit d'agir unilatéralement, comme nous n'avons eu de cesse de le faire depuis que j'ai été élu, pour éliminer des terroristes qui représentent une menace directe pour nous et nos alliés. Et puis tennis, d'après Eurosport, le Français Gaël Monfils devrait arrêter d'être un intermittent du spectacle. Du spectacle, il en a offert avec un superbe point contre Lucas Pouille au premier tour de l'Open d'Australie. Regardez.
Il a quand même bataillé pour arracher une victoire en 5-7 et c'est comme d'habitude son orgueil et son expérience qui l'ont sauvé. Mais est-ce qu'un grand champion, c'est vraiment cela? La suite de ce grand chelem nous le dira. Et puis on conclut avec un départ à la retraite. Le 20 minutes nous annonce qu'un des derniers champions du monde français de 98 raccroche ses crampons. Après Thierry Henry, Trezeguet termine son aventure indienne. Trezeguet a marqué l'histoire des Bleus avec 34 buts. De son époque, il reste encore Robert Pires qui ne renonce pas à frapper le ballon. Puis regardez ces images de ski un peu spéciales. Presque 100 skieurs cow-boys se sont donné rendez-vous sur les pistes de Steamboat Spring dans le Colorado. Ces spécialistes du rodéo participaient à la 41e édition de descente à ski annuelle des cow-boys. Les casse-cou ont échangé leurs chevaux contre des skis et des snowboards. Au programme du lasso, des sauts, des courses, la fameuse épreuve de bousculade. C'est Mark Gill qui a remporté le slalom en moins de 30 secondes. Ils vont tous repartir dans leur ranch et reviendront l'année prochaine avec des nouvelles sensations fortes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain pour encore plus de sport. N'oubliez pas que notre site internet est disponible pour vous 24 heures sur 24. En attendant, restez avec nous car l'info c'est maintenant et c'est évidemment sur i24 News. À demain.